Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'entretien de Dimanche Politique. À la suite du plateau de l'Actu en 7, nous allons accueillir ce matin un spécialiste d'une question lancinante, d'une question qui préoccupe l'État au plus haut niveau, celle de la vaccination. Donc je vous le disais, nous allons parler vaccination ce dimanche matin. Et ce sera avec le directeur Landry Coclé, le directeur de la vaccination et de la logistique au ministère de la Santé. Bonjour docteur. Bonjour monsieur le ministre. Alors nous allons rentrer de suite dans le vif du sujet. Le ministère de la Santé a lancé une campagne de vaccination depuis, on va dire, bientôt 3 semaines. Alors, déjà, quelles en étaient les motivations? Qu'est-ce qui a poussé le ministère et les autorités publiques à se lancer dans une campagne accélérée tout azimut? Merci pour cette excellente question. Effectivement, vous savez que depuis le début de cette pandémie, Covid-19, avec l'apparition de la vaccination, tous les pays se sont lancés, c'est pas le Bénin, les pays occidentaux africains, à utiliser la vaccination comme une arme pour pouvoir contrôler la maladie. Et cela marche parce que vous voyez qu'en Europe, la vie reprend et avec des couvertures vaccinales assez élevées. Chez nous, depuis avril, nous avons démarré notre campagne aussi de vaccination pour pouvoir renforcer l'immunité de la population. Malheureusement, les couvertures ne semblaient pas prendre. Les chiffres n'étaient pas à la hauteur de nos attentes. Et avant le démarrage de cette campagne, on tournait autour de 4% de la cible attendue qui était vaccinée. C'est très faible pour pouvoir espérer bénéficier de l'impact de la vaccination contre cette pandémie. Et donc, face à cette situation-là, le gouvernement, le ministère de la Santé ont pris cette initiative très intéressante d'accélérer la vaccination en intensifiant sur tous ces aspects pour pouvoir permettre de maximiser rapidement l'atteinte des cibles. Donc, c'était déjà ça, face à ces faibles couvertures et l'objectif d'atteindre 40% de la population d'ici décembre, on en était très loin et il fallait vraiment intensifier les choses. L'autre raison, c'est que nous sommes actuellement dans le creux de la vague contre cette pandémie, après avoir traversé une vague assez foudroyante, il faut le dire. Et c'est l'occasion d'immuniser le maximum de la population pour faire face à une prochaine vague, comme vous pouvez le voir déjà même dans certains pays. On a tendance à voir encore une vague qui vient. Donc c'est le bon moment de vacciner le maximum de personnes pour résister à ces éventuelles vagues qui pourraient venir. Voilà, mais la question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'il y a eu un diagnostic sur ce qui dissuadait ou ce qui empêchait les populations de se déplacer dans les centres de vaccination pour qu'on en soit au taux de 4% dont vous avez parlé? Oui, le diagnostic, en tout cas en grande partie, était connu. C'était les contre-informations qui sont allées à l'encontre de la vaccination. Vous l'avez tous vu sur les réseaux sociaux. Il y a eu une vague de désinformation qui vraiment a créé la méfiance, la panique au sein de la population. Et c'était vraiment l'élément majeur qui a porté un frein à l'engouement des populations parce que nos populations pas de tradition connaissent la vaccination. On a fait déjà plein de campagnes de vaccination, mais celle-ci particulièrement, elle a été franchement controversée par ces réseaux sociaux et cela a semé le doute dans nos populations et progressivement, fort heureusement, ce doute commence par se lever et on a vu avec cette campagne que l'adhésion commence par être assez forte. Quand on observe un peu ce qui a été déployé, le paradigme serait, vous me corrigerez si ce n'est pas le cas, c'est que la vaccination aille vers les populations. En termes de déploiement logistique, c'est se rallier le plus possible de monde en se rapprochant le plus près possible des couches populaires. C'est exactement ça, c'est décupler l'effort de déploiement des vaccins, donc en rendant les vaccins les plus proches possibles des populations les plus éloignées, les plus vulnérables,
et aussi mobiliser le maximum de personnes autour de la question. Et quand je dis le maximum, c'est toutes les personnes, autorités politico-administratives, autorités religieuses, pour soutenir les efforts du ministère et du gouvernement dans cette lutte. Parce que plus on est nombreux et plus nous parlons d'une voix forte, plus nous allons avoir le maximum de personnes autour de nous. Donc, c'est les deux, c'est intensifier le déploiement dans tous ces aspects logistiques, organisationnels, mais aussi en termes de mobilisation sociale, en termes de plaidoyer, en termes de communication autour. Et c'est tout ça mis ensemble que nous avons dû renforcer au cours de cette campagne. Et déjà, il y a peut-être une question anecdotique. On ne les voit pas. Pourquoi ne pas avoir assiégé, par exemple, les lieux populeux comme les marchés? Si, ça a été fait. Dans Cotonou, il y avait des équipes déployées dans les grands marchés, le stade, les écoles, les places publiques un peu partout dans le pays. C'était d'ailleurs les stratégies innovantes qui ont été utilisées au cours de cette campagne et ça semblait vraiment porter ses fruits. Est-ce qu'il est trop tôt pour faire le point ou est-ce que... Non, il n'est pas trop tôt. Là, nous sommes à près d'une vingtaine de jours et au bout d'une vingtaine de jours, nous avons déjà plus de 600 000 personnes qui sont vaccinées. Et avant cela, nous étions à 300 000. Donc, si en 20 jours, vous faites 600 000 et en 4 mois, vous faites 300 000, je crois que la différence est nette. Et nous sommes en train de porter la couverture qui était à 4% à plus de 10%. Donc, ça montre que la stratégie, elle a été vraiment efficace et très, très productive. Vous parliez d'immunité tout à l'heure. Quand on regarde ce qui se fait ailleurs, en tout cas les informations qu'on a à disposition, à partir avec les données que vous avez avec l'évolution de la science, ce qu'on a, à partir de combien de doses? Parce que là, il est question avant tout qu'au moins que les populations dans leur immense majorité prennent en tout cas au moins une dose pour qu'on puisse quand même aller progresser sur les objectifs. Mais en parlant d'immunité collective, aujourd'hui, quel est le résultat attendu pour que le nombre de fois que les populations doivent se vacciner, pour qu'on en arrive quand même à, disons, essayer de toucher du doigt une certaine immunité collective? Oui, il y a deux notions. La première, l'immunité collective, c'est quel est le pourcentage de la population qui doit être immunisée pour pouvoir empêcher que le virus passe d'une personne à une autre. Nous avions fixé un objectif à 60% en se disant que si on atteint 6 Béninois sur 10 qui font un mur contre la circulation du virus, je crois qu'on aurait impacté la transmission. Maintenant, la deuxième notion, c'est combien de doses une personne doit prendre pour faire ce mur-là, ce qu'on appelle l'immunité. Donc, ça dépend du type de vaccin. Il y a des vaccins pour lesquels il vous en faut 2 minimum. Il y en a actuellement où il vous en faut au moins 1. Donc pour le moment, nous sommes dans ces deux schémas-là. Il y a des vaccins, dans la gamme de vaccins que nous avons, il y en a Coronavac, et Pfizer et AstraZeneca qui faut minimum pour pouvoir quand même avoir un taux d'anticorps satisfaisant, 2 doses. Il y a le Johnson Johnson qui déjà à une première dose donne quand même une immunité. Donc voilà les schémas sur lesquels nous sommes actuellement. Dans d'autres pays, avec le recul, ils vont même encore renforcer en allant sur des doses booster, des 3e doses. Pour le moment, nous envisageons déjà au moins avoir une immunité assez forte sur la base de ces schémas-là. Et puis après, on verra s'il faut renforcer les immunités. D'accord. Est-ce que la question qu'on peut se poser, est-ce qu'avec la progression qu'on a, déjà il y a un lièvre qu'il faut lever immédiatement. Il se dit quand même que la vaccination n'empêche pas forcément la contamination. Est-ce que c'est une fausse information ou c'est quelque chose d'avéré, de scientifique? La vaccination vise à empêcher que vous développez la maladie parce que vous auriez dans votre corps suffisamment de mécanismes de défense, donc à manifester les signes, mais surtout à dégrader votre organisme quand vous attrapez la maladie.
Ça, c'est les résultats attendus de la vaccination et actuellement, elle le fait. Il peut arriver que des personnes vaccinées manifestent des signes de la maladie, mais souvent ces signes sont très mineurs et très bénins. Et ces situations vont survenir dans des moments où peut-être, au moment où la personne se contamine, elle n'avait pas encore suffisamment développé son immunité, parce qu'il faut quand même une fenêtre entre le moment où vous faites l'injection et le moment où l'organisme installe le dispositif de résistance. C'est des situations exceptionnelles, effectivement, qui arrivent, mais quand on est déjà vacciné et qu'on est dans ces situations, on est moins secoué, si je peux dire ainsi, que quelqu'un qui est totalement nu et qui n'a jamais été vacciné et qui attrape le virus sauvage. D'accord. On va se faire le porte-parole de ce qui se dit, même dans les milieux éclairés. D'aucuns disent, par exemple, qu'il est important que avant d'aller se faire vacciner, qu'il faille avoir un bilan pour ne pas avoir des complications, que les effets secondaires n'interagissent pas avec des pathologies existantes. Là encore, c'est une question prégnante que beaucoup se posent. Effectivement, cette question a beaucoup circulé. Je pense que, indépendamment de la vaccination, nous devons connaître notre état de santé, apparente comme inapparente. Donc nous devons savoir si nous sommes en bonne santé, biologiquement, donc tout ce que vous dites, bilan et tout. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut attendre au moment de la vaccination pour le savoir. Et bien entendu, quand vous êtes bien portant, aussi bien physiquement que sur le plan biologique et autres, et que vous n'avez pas de soucis à aller vous faire vacciner. Si vous n'êtes pas bien portant, vous ne vous sentez pas bien, ou que vous êtes déséquilibré au plan biologique, il vaut mieux se soigner d'abord avant de se faire vacciner. Donc, si on me dit qu'on fait un bilan, on fait un bilan d'abord pour soi-même. Oui. On fait un bilan pour être sûr qu'on est bien. Et ne pas faire le lien entre ce bilan et la vaccination. Parce que si on porte des tares, qu'on soit vacciné ou pas, on finira un jour par subir les conséquences de ces tares. Donc, nous encourageons effectivement tout le monde à connaître son état de santé. Et nous encourageons tous ceux qui se portent bien à aller se faire vacciner. Donc en réalité, il n'y a pas, ce n'est pas une contradiction. Ce n'est pas une conditionnalité. C'est recommandé de connaître son état de santé, mais on ne peut pas mettre ça comme critère avant de se faire vacciner. Maintenant, vous savez, le suivi avec nous, puisque vous êtes au plein cœur du dispositif. Comment vous arrivez de façon quotidienne à dialoguer avec ceux que vous pouvez rencontrer sur les champs de vaccination, répondre simplement aux populations, les convaincre? Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore dire, parce que d'aucuns disent oui, mais bon, les autorités ne nous ont pas assez convaincus, qu'est-ce qu'il faut encore dire aujourd'hui pour convaincre les Béninois que la vaccination est la meilleure option? Non, je pense qu'il faut dire la bonne information. Tel que nous le faisons là, il faut dire ce qui est vrai et enlever ce qui est faux, parce que c'est ce qui est faux qui étouffe les gens, c'est qui les empêche de se faire vacciner. Donc il faut dire, nous sommes francs et transparents, hein. Même quand on nous appelle, on pose des questions, on dit qui doit se faire vacciner, quels sont les incidents ou éventuels qui sont liés à la vaccination, quelle est l'efficacité, comme vous le dites. On a toutes les informations et on les dit de façon honnête et transparente. Et quand on les dit, la plupart du temps, les gens se vaccinent. Et il faut arriver à vaincre ce circuit de fausses informations qui n'ont aucune base scientifique, mettre sur la table des données scientifiques avérées, les connaissances qui ont évolué par rapport à la science. Et tout le monde, ceux qui ont des doutes, après ces explications, se vaccinent sans problème.
Vous parlez de science, est-ce qu'on a, parce qu'on a dit beaucoup de choses sur les effets secondaires, beaucoup de choses vraies, beaucoup de choses, beaucoup de fausses informations ont colporté. Est-ce qu'au niveau de notre pays, avec le recul, ça fait quand même quelques mois déjà que nous vaccinons, avec le recul de 6 mois ou 7 mois de ce processus, est-ce qu'il y a déjà des études scientifiques sur les éventuels effets secondaires, graves ou pas graves, que vous auriez récoltés à votre niveau ou bien identifiés? Donc déjà, il y a un système qui récolte toutes les manifestations qui surviennent après la vaccination, quelle que soit leur forme, grave ou pas grave, comme vous le dites. Et cette récolte est à la fois passive et active. Passive, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, une fois vaccinées, appellent pour exprimer les manifestations qu'elles ressentent. Et nous suivons cela par rapport aux tendances et nous essayons d'étudier, de voir. Non, ça, c'est des manifestations connues. Ça, c'est des manifestations inhabituelles. Ça, c'est des manifestations nouvelles pour lesquelles il faut un tracking et nous essayons d'orienter. Donc, nous avons cette récolte d'informations. Il y a même des récoltes maintenant actives. On peut même appeler des personnes pour savoir, après la vaccination, est-ce qu'elles ont eu à manifester des signes qui sont un peu inquiétants. Donc, ces deux systèmes existent. Il y a une équipe de dispositifs en place qui suit, qui investigue même quand il y a un cas qui nécessite l'hospitalisation. On pose pour pouvoir faire la part des choses entre une situation normale qui devait survenir même en dehors de la vaccination et quelque chose qui aurait pu avoir un lien avec la vaccination. Il y a un comité d'experts qui est là aussi, qui vient étudier les dossiers, qui peuvent dire non, cette situation, même s'il n'y avait pas eu vaccination, elle serait survenue. Cette situation, elle peut être liée à la vaccination. Pour le moment, il n'y a pas eu des cas d'imputabilité assez fortes en rapport avec la vaccination. Au niveau de ça, ça prend en compte tous les types de vaccins que nous avons. Tous les types de vaccins. D'accord. L'autre clarification peut-être à faire, je ne sais pas si on peut le dire en français facile pour que les gens le comprennent. Un autre paramètre qui a fait beaucoup polémique, c'est cette fameuse clause de consentement. Le ministre a eu à l'expliquer plusieurs fois. En temps normal, pour tout acte médical, logiquement, cet acte de consentement devrait être requis. Est-ce que, encore une fois, vous pouvez le dire dans un français terre à terre pour que les gens comprennent que ce n'est pas un désengagement de l'État par rapport à la santé? Non, ce n'est pas un désengagement, c'est un acte de consentement éclairé qui est une recommandation pour tout soin médical. C'est vrai, ce qui surprend, c'est qu'on n'avait pas l'habitude de le faire. Bon, maintenant, on commence par le faire et on le fera de plus en plus pour tout ce qui est soin médical. C'est une clause de responsabilité, c'est une clause de transparence aussi, et pour dire voilà ce que nous voulons vous faire, voilà ce que vous gagnez. Je pense que quand vous lisez même la fiche, vous gagnez plus que vous ne perdez rien, mais vous gagnez beaucoup. Et voilà ce qui est mis en place pour vous accompagner si il arrive une situation que nous n'avons pas vu venir. Pour le reste, on s'en tient à ça. Donc je pense que de plus en plus, les explications qu'on donne, les gens comprennent que ce n'est pas un désengagement, mais c'est une clause de transparence, de responsabilité, et que bon, c'est un document qui devait être une pratique à laquelle nous devons de plus en plus nous habituer. Elle démarre avec la Covid, bon, elle va se continuer avec d'autres interventions médicales. Voilà. En parlant des cibles, de la population cible pour la vaccination, il y a toujours un questionnement, par exemple, pour les lieux de culte qui peuvent être facilement devenus des clusters qui peuvent, disons, fouetter la contamination dans le... Est-ce que, comme des pays voisins vont tenter de le faire dans quelques temps, est-ce qu'il n'est pas pertinent de conditionner l'accès de ces lieux-là à un pass sanitaire où on n'en est pas encore là, il faut juste compter sur la bonne collaboration de tout un chacun? Oui, il faut compter sur la compréhension et la bonne collaboration de chacun d'entre nous. Il faut compter sur l'implication des leaders religieux
pour parler à leurs fidèles sur l'intérêt de ne pas prendre des risques inutiles en venant dans les lieux de culte bondés. Et la meilleure façon de ne pas prendre de risques, c'est d'être immunisé. C'est d'avoir très peu de chances de se contaminer et de transmettre la maladie à une autre personne. Et aujourd'hui, en tout cas, à l'heure où nous vous parlons, il n'y a que par la vaccination qu'on peut le faire. Donc, et nous l'avons fait. On a rencontré les leaders religieux, les autorités du ministère, rencontrés pour essayer de leur dire leur rôle de sensibilisation qu'elles ont à jouer pour accompagner le ministère, les autorités sanitaires. Pour le moment, je pense que vous le savez, c'est l'accès aux lieux publics, aux services publics. Ça, c'est non négociable. C'est sous peine d'être vraiment sûr que vous êtes sans risque d'avoir la Covid. Et c'est aujourd'hui, soit vous avez une PCR négative, récente, ou vous êtes complètement vacciné, ou vous êtes guéri très récemment. Une PCR récente, c'est pour combien de jours? 72 heures maximum. PCR récente, là, on sait que vous ne portez pas le virus sur vous. La vaccination, on sait que vous avez dans votre corps des anticorps assez élevés pour que si quelqu'un vous contamine, vous puissiez faire un bloc face au virus. Dans ces deux cas de figure, dans un lieu public, vous n'êtes pas un risque. Voilà. En prenant, donc, on comprend aujourd'hui que la vaccination est, on va dire, vous me corrigerez encore une fois si je me trompe, on va dire l'alpha et l'oméga de la politique, en ce moment en tout cas du gouvernement, la politique de lutte contre le coronavirus. Est-ce que c'est ce qui explique que, par exemple, pour le traitement présomptif, chloroquine, ainsi de suite, qu'on soit que le gouvernement ait décidé de désubventionner ce type de traitement pour rabattre les populations vers la vaccination? Non, bien, ça n'a rien à voir. Ce sont deux choses différentes. Okay. La vaccination, c'est de la médecine préventive. L'autre aussi, je crois. Oui, l'autre, mais la vaccination, c'est une intervention préventive classique. Je pense que c'est deux choses différentes, qu'il n'y a pas d'amalgame à faire entre les deux. Les deux se complètent certainement, mais la vaccination reste aujourd'hui une stratégie presque mondiale que nous mettons, qui est mise en place dans les pays, pour augmenter l'immunité. Donc, si ça prend, c'est effectivement, de moins en moins, on ira vers la thérapeutique parce que quand on vaccine le maximum, on a moins de malades, on a moins de charges en milieu hospitalier, moins de frais. Donc, les deux, certainement, vont se toucher à un moment donné. Et si la couverture monte, le virus ne circule pas, il y a moins de cas hospitalisés et moins de polémiques ou de discussions autour de la prise en charge. Voilà. La question, puisque vous êtes directeur de la vaccination, dans beaucoup de rapports, que ce soit au niveau de l'OMS, d'autres organisations, il semblerait que la focalisation, disons, objective sur la lutte contre le coronavirus tend à oblitérer un peu, en tout cas à déteindre sur d'autres pathologies. Je ne sais pas si c'est le cas chez nous. Est-ce que d'autres pathologies, disons, prégnantes qui importent contre qui il importe de lutter, pâtissent un peu la lutte contre le coronavirus? Non, c'est plutôt le coronavirus qui a tendance à fragiliser les autres. La survenue de cette pandémie... De quelle façon? C'est-à-dire, vous avez vu ce qui s'est passé l'année dernière, où tout était à l'arrêt. Oui. Donc, toutes les interventions sanitaires étaient à l'arrêt. Le pays était pratiquement divisé en deux blocs. Et le cordon sanitaire, hors cordon sanitaire, c'était difficile même de se rendre dans un centre de santé. Donc, il y avait vraiment, avec les confinements et tout, donc c'est le coronavirus, la maladie à coronavirus, qui, elle, était en train d'impacter négativement sur les autres. VIH, tuberculose, paludisme, autres maladies infectieuses. Parce qu'il a pompé le système de santé. Oui, en fait, c'était le sens de ma question. C'est ça. C'était le sens de ma question. Est-ce que, justement, cette lutte
contre le coronavirus n'a pas impacté négativement Oui. la veille sur d'autres... Bien sûr, ça a fragilisé le système parce que ça a demandé beaucoup d'efforts au système de santé, aux ressources humaines, aux ressources financières, aux ressources matérielles pour contenir cela. Et ces efforts ont failli impacter sur les autres pathologies. Et c'est pour cela que l'arrivée de la vaccination comme stratégie pour soulager les efforts de lutte, notamment les efforts de prise en charge, c'est salutaire. Parce que c'est là où, à l'effet retour, les autres programmes dont vous parlez pourront maintenant être enfin libérés du joug de cette Covid-19. Donc, bien au contraire, le fait d'investir sur la prévention de la maladie Covid est bénéfique pour pouvoir soutenir la lutte contre les autres pathologies. Parce que là, ce qu'on a vécu l'année dernière, c'était assez terrible en termes d'investissement. Voilà. En ce qui concerne la vaccination, je ne sais pas si il est judicieux d'avoir ce type de questions ou de réponses. Oui. 3 semaines après cette campagne, est-ce qu'on peut vous demander où est-ce qu'on se vaccine le plus et où est-ce qu'on se vaccine le moins dans le pays? Non, on se vaccine presque équitablement partout. C'est vrai qu'il y a des zones où on a encore quelques tendances de réticence, mais quand on voit les couvertures, les tendances, la moyenne est à peu près la même. Bon, on se vaccine plus dans la ville dans les villes, c'est logique. C'est logique, oui. Les fonctionnaires y vont, il y a l'agglomération et tout, la densité de population, les lieux de concentration de personnes qui sont. On se vaccine forcément plus dans les grandes villes, mais quand on fait une moyenne, les tendances sont globalement à l'équité. Si on enlève les grandes villes, c'est presque équitable. Et dans les zones rurales? Oui, dans les zones rurales, c'est très bien même, c'est très très intéressant. J'ai eu la chance de visiter certains milieux où j'ai vu des foules, où des populations sont sorties, surtout les jours de marché, où elles vont se faire vacciner au niveau des postes de vaccination. C'est assez intéressant. Est-ce qu'on peut dire que par rapport, si on veut revenir aux réticences qui ont entouré la vaccination, est-ce qu'il est plus... est-ce que, en tout cas de votre expérience de terrain, est-ce que il y a plus de réticence? On est tenté de dire que, bon, en grande agglomération, où les gens sont un peu plus alphabétisés, normalement, ils devraient avoir donc ils ont accès à l'information, ils devraient avoir moins de réticence et moins de blocage pour la vaccination que dans les zones rurales. Est-ce que cette dynamique est respectée ou est-ce qu'il n'est pas plus facile simplement plus facile de convaincre les gens dans les zones rurales et un peu plus difficile dans les zones publiques? Parce qu'on a l'impression quelque peu que ce sont entre griffes les élites qui sont ceux qui ont colporté le plus de fausses informations, le plus de... C'est possible parce que les circuits de fausses informations, c'était surtout les réseaux sociaux. C'est vrai que les réseaux sociaux sont répandus un peu partout, mais effectivement, en milieu urbain, vous avez vu plein de raisonnements, plein de personnes qui amènent des théories et qui essayent d'argumenter. C'est vrai que la tendance à l'afflux informationnel de mauvaises informations était plus forte dans les milieux fortement urbanisés qu'en milieu rural. Le milieu rural, ils ont l'habitude des campagnes de masse, que ce soit la méningite, la polio, la rougeole, ils ont l'habitude. Ils ont un système basé sur les relais communautaires, les chefs villages. Donc il y a un système assez performant, huilé déjà. Voilà. Donc effectivement, là, pour ce qu'on voit, l'adhésion en milieu rural est assez impressionnante. Bon, en milieu urbain, effectivement, on va poser des questions sur pourquoi un formulaire de consentement éclairé, pourquoi il faut aussi, est-ce que... Donc il y a tellement de... C'est normal, les gens cherchent à comprendre. Et cela a tendance à ralentir l'adhésion, mais après, bon, quand on se comprend, tout le monde se fait vacciner, aussi bien en milieu rural qu'en milieu... Oui, bon, mais en temps, ça fait beaucoup de dégâts. Oui, malheureusement, vous-même, vous avez vu que
avec les chiffres même qu'on a eu en termes de morbidité, c'est surtout dans les milieux urbains qu'il y a eu beaucoup plus de décès, de cas graves. Donc effectivement, ça fait beaucoup plus de dégâts. Par rapport au lot de vaccins, est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, on peut dire qu'on est le Bénin est en capacité de vacciner combien de personnes? Non, le Bénin est en capacité de vacciner par rapport à sa cible, parce qu'on doit vacciner 60%. Ok, 60%. 60% de l'ensemble des 12 millions. Oui, de 12 millions. Ouais. Donc, sur une période jusqu'à l'année prochaine. Oui. Et si, tel qu'on l'a vu maintenant, tel que la campagne a pris, on va aller très vite pour atteindre ces 60%, parce que si la demande est assez forte, les vaccins vont être mobilisés aussi en conséquence. Parce que c'est des vaccins pour lesquels on ne peut pas mobiliser des quantités énormes si on n'est pas sûr que la consommation va suivre. Parce que les vaccins sont périssables. Le délai d'utilisation est assez limité. Donc il faudrait vraiment mobiliser, avoir une stratégie d'approvisionnement assez efficace, sinon on risque d'avoir des pertes de vaccins. En parlant de stratégie d'approvisionnement, encore une fois, vous êtes au cœur du dispositif, même si d'autres décisions se prennent au niveau supérieur. Quand on regarde un peu le tableau de distribution des vaccins, on va dire, sur planétaire, même avec le dispositif Covishield, on a l'impression quand même que les pays africains ont encore beaucoup de mal à mobiliser les vaccinations pour, en tout cas, vacciner pratiquement, si ce n'est au même niveau que les pays développés. Est-ce que à côté du dispositif Covishield, l'État béninois, en tout cas, a ses propres circuits d'approvisionnement, en tout cas au-delà des dons, au-delà de ces dispositifs institutionnels? Oui, vous parlez du mécanisme COVAX qui est ce mécanisme de solidarité internationale pour aider les pays. C'est vrai parce que les vaccins, c'est des vaccins assez coûteux, très coûteux, et aussi dont la production n'est pas aussi rapide comme les vaccins que nous connaissons. Donc, effectivement, on a vu que la disponibilité en Afrique était tendue, mais il y a, comme vous l'avez dit, certains dispositifs comme COVAX qui aident beaucoup, mais il y a d'autres, comme APAT, comme même les achats comme notre pays multiplie les sources d'approvisionnement. Et on n'est pas seulement focalisé sur COVAX, mais on a aussi d'autres sources d'approvisionnement, d'autres mécanismes à battre, et aussi des échanges bilatéraux avec certains pays producteurs. Pour les vaccins qu'on n'a pas, pour les vaccins qu'on n'a pas dans notre offre comme Moderna ou Sputnik ou d'autres vaccins chinois, est-ce que c'est un problème d'accessibilité, de coût, ou c'est un problème de fiabilité aussi? Je donne les deux exemples. Moderna, on sait que Moderna quand même a une certaine réputation d'un des vaccins les plus efficaces sur le marché, mais peut-être que le coût est fortement prohibitif. Sputnik, dans l'autre cas, disons, a du mal à avoir des autorisations un peu partout. Est-ce que c'est un choix, déjà par rapport au panier de vaccins qu'on a, par exemple le vaccin chinois, est-ce que quels sont globalement les critères, à part les vaccins qui font consensus partout sur la planète, parce qu'il y a d'autres pays africains qui ont quand même Sputnik, les pays, je pense l'Égypte, l'Algérie aussi, je crois. Quelles sont les motivations qui valident nos options? Non, les critères, il y en a beaucoup. Déjà, Moderna, on en aura ici au début de l'année prochaine. Donc, on en aura, ça fait partie de nos préférences vaccinales. Donc, malgré le coût. Oui, malgré le coût. Donc, les pays, en fonction des conditions de stockage, de nombre de doses pour être immunisé, intervalle interdose, essayent de voir quel est le type de vaccin qui s'adapte le mieux à leur contexte. Donc, expriment leurs préférences par rapport à ça. Donc, ce n'est pas des questions de ce que vous avez dit. De performance. Non, c'est vraiment qu'on analyse, on voit est-ce que nous avons les capacités de garder ce vaccin, de le déployer, et quelle est aussi
on sonde un peu aussi les préférences auprès de la population, parce que les gens sont très très cultivés, et quand nous avons amené les premiers vaccins, certains qui ont dit qu'ils attendent le Pfizer ou rien. Oui, justement, parce qu'ils venaient au bureau chaque fois, ils disent, bon docteur, on veut bien, mais nous on attend le Pfizer. Parce qu'AstraZeneca a pris un peu pour tout le monde. Il y avait le Coronavac, mais les gens disent, eux, ils veulent du Pfizer. Bon, donc on est aussi à l'écoute des préférences exprimées par nos compatriotes, et par rapport à ça, on va essayer d'adapter. Vous avez dit Moderna tout à l'heure. Vous avez des informations sur Moderna en disant qu'il est efficace. S'il y a 500 000 Béninois qui le veulent, nous, on n'a pas de soucis sur les lignes d'efficacité des vaccins. Une fois que l'OMS a homologué, parce qu'il y a aussi ce critère, que l'OMS dise, ce vaccin, j'ai déjà fait tout ce qu'il faut comme études et tests pour dire il n'y a pas de crainte qu'un pays l'utilise, je suis garant en termes de la qualité de ce vaccin. Donc une fois que c'est dans le panier des vaccins homologués par l'OMS, que le pays a les conditions pour le déployer en termes de logistique, et que nous sentons que la préférence y est au niveau du pays, je pense qu'on manifeste là et puis on arrive à l'avoir. Oui, donc il n'y a pas de... Donc le principal baromètre, c'est la validation de... Voilà, ça c'est déjà le critère initial, parce qu'il faut que le vaccin ait l'autorisation d'utilisation par l'Organisation mondiale de la santé. Et on ne va pas aller prendre un vaccin qui n'est pas certifié, qui n'a aucune garantie. Non, c'est un peu risqué de le faire. Donc tous les vaccins que nous utilisons, l'OMS a déjà donné son leviel, et on les prend. Maintenant, on regarde. Il est conservé à quelle température, quel est le nombre de doses administrées, et quelle est la perception de la population par rapport à ce vaccin. Et puis c'est bon. Bon, ça c'est par rapport, toujours en parlant de vaccins, est-ce que notre pays a la prétention de faire un peu comme, disons, si on prend notre pourtour ouest africain, le Sénégal par exemple, d'accueillir des lignes de duplication, on va dire des usines de fabrication, ou est-ce qu'il y a des velléités de participer un peu à ce transfert de technologie? Bon, le Sénégal avait déjà l'Institut Pasteur de Dakar qui produisait les vaccins. Le vaccin contre la fièvre jaune que nous utilisons vient de Dakar. Oui, presque tout ce que l'Afrique utilise comme vaccin contre la fièvre jaune est produit à l'Institut Pasteur de Dakar. Donc il y a déjà une expérience, il y a déjà des dispositifs. Mais je pense que l'Union africaine travaille à mobiliser les expertises pour avoir effectivement des pools, des compétences mutualisées. Parce que pour faire des dispositifs de fabrication de vaccins, c'est pas aussi facile en termes d'investissement. Donc l'Union africaine travaille déjà à avoir des pools au niveau du continent pour que nous puissions avoir des vaccins disponibles aussi, produits aussi au niveau de notre continent. L'expertise technique existe. Je pense que le reste, ce sera l'expertise, la mobilisation des ressources financières et la logistique qui doit accompagner. Voilà. En parlant de passe vaccinal, on parlait de l'exigence. Si on revient au mécanisme de vaccination, on parlait aujourd'hui, les lieux publics et tout ça sont astreints à ça. Quand on considère les écoles publiques, les universités publiques, on se dit les universités publiques, ça devrait être systématique également, puisque ce sont des lieux publics. C'est vrai que dans les écoles, on sera confronté au problème de consentement des parents. Mais bon, on semble, en tout cas pour le moment, on laisse encore la liberté, que ce soit aux enseignants, que ce soit aux étudiants, de se vacciner ou pas. Disons que cet arrêté ou cette décision ne semble pas encore embrasser ces autres lieux publics. Oui, ça ne semble pas l'embrasser, mais ce n'est pas une raison pour que ceux qui fréquentent ces lieux-là ne se fassent pas vacciner. Si je prends les écoles dont vous parlez, je pense qu'un enseignant qui a une trentaine d'élèves devant lui, je pense que c'est la moindre des choses, c'est qu'il soit immunisé. Il ne peut pas exposer, parce qu'on se contamine quand on parle,
quand on crie, quand on chante, quand on touche, Oui. quand on contamine les autres. Donc, je pense que c'est de bon sens que on n'a même pas besoin de mettre une exigence et tout et tout. Non, il faut c'est de bon sens que ces catégories de personnes se vaccinent. Vaccine, oui. Donc, c'est pareil pour les milieux universitaires où on n'a pas besoin d'aller à la, comment dirais-je, la répression. Non, il faut, parce que c'est des niveaux où l'intellect aussi est assez avancé pour comprendre le bénéfice de la vaccination. On a constaté que c'est l'intellect qui force les gens encore à dire, allez faire ce que vous savez déjà que c'est une bonne chose. C'est parce qu'il y avait trop d'intellect aussi que beaucoup de fausses informations aussi ont été divulguées. Donc, on ne peut pas forcément compter sur l'intellect pour prendre les bonnes décisions. Oui, c'est ce qu'on constate effectivement, mais nous pensons que les gens comprennent maintenant que il faut prendre la bonne décision, c'est de se protéger son entourage avec c'est ça. D'accord. Pour la cible des enfants, on sait que le vaccin Pfizer permet de vacciner une certaine catégorie d'entre eux. Je crois que c'est aux 12 ans, à 18 ans. Est-ce que ça semble prendre? Est-ce que les parents... Oui, ça prend. Ça prend. Le Pfizer sort. Ce n'est pas encore ce qu'on aurait souhaité, mais ça prend. Surtout les élèves du second cycle qui ont un âge aussi où ils comprennent. Je pense qu'ils ont déjà étudié aussi dans leur cursus scolaire. Est-ce que c'est que les vaccins et tout, et ça prend. Et timidement, mais ça commence pas prendre. On souhaiterait que ça aille un peu plus. Je pense qu'on est en discussion avec les collègues de l'enseignement pour voir quelle stratégie adopter pour augmenter la couverture vaccinale au niveau de cette cible. Bon, souvent c'est des cibles, je prends le second cycle, qui d'ici là ont le bac et cherchent à voyager. Et aujourd'hui, vous savez que pour voyager, il vous faut une certification vaccinale. Donc, c'est des cibles qui, tôt ou tard, seront contraints à se vacciner. Autant le faire maintenant avec un vaccin sûr et efficace. Voilà. En parlant du dispositif dans sa globalité, là, on est à peu près à combien de centres de vaccination? Là, maintenant, sur la campagne, nous sommes à 444 équipes de vaccination. Nous étions en routine à 126. Dans la stratégie campagne, on est passé à 444 dans l'ensemble du territoire. Vous avez vu qu'on est passé du simple au quadruple pratiquement. Y compris les équipes mobiles. Y compris les équipes mobiles, les équipes fixes. Donc, on a déployé vraiment le maximum sur le terrain. Il y a les zones frontalières aussi qui posent, je ne dirais pas qui posent problème, qui sont des cas à part. Quel est le dispositif mis en place, ou c'est simplement les dispositifs inhérents à l'immigration, où on contrôle le pass vaccinal? Je veux parler, je ne parle pas simplement des frontières, de la frontière aérienne. Terrestre surtout, oui. C'est des frontières, comme vous le savez, difficiles à contrôler. C'est vraiment, elles sont très poreuses, comme on le dit en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO à elle seule, c'est presque un pays. C'est 16 pays, mais en fait, ça fonctionne comme... Oui, déjà parce qu'il y a une libre circulation. Oui. Les postes phares, on appelle les points d'entrée phares, là, c'est... positionne des équipes, parce que souvent les centres de santé ne sont pas loin, il déploie des équipes. Il a conduit, voilà. Mais les postes incontrôlables, là c'est beaucoup plus difficile. Mais pour toute campagne de vaccination, nous avons souvent des stratégies de postes frontaliers que nous déployons pour mettre des équipes pour essayer de vacciner aussi ceux qui vont de part et d'autre de la frontière. Voilà. Je ne peux pas vous avoir et ne pas vous poser la question par rapport à la nouvelle variante, même si on ne va pas en parler très concrètement parce qu'il n'y a pas de là-dessus. Est-ce que ça vient compliquer quelque peu l'équation, ou de toute façon, c'est la seule réponse, c'est la vaccination, en attendant qu'on sache le niveau de... Ça ne complique rien. Oui. Bon, moi, sur cette question, ça ne surprend pas qu'il y ait des variants. C'est un virus. Oui. Justement, si vous pouvez l'expliquer, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Oui, un virus. Oui. Le virus, il se multiplie des milliards de fois dans la journée.
comme une photocopieuse. Et parfois, il y a une copie qui n'est pas exactement comme la feuille originale. Vous mettez une feuille et vous lui demandez de sortir 1000 copies. Il y a une feuille qui va être peut-être un peu froissée et tout. C'est propre à tous les virus. Donc, il y a des copies différentes et qui, dans leurs caractéristiques, sont modifiées par rapport à ce qui était au départ. C'est ce qui se passe avec le virus qu'on a. On est au 8e, hein? Oui. Alpha, bêta, delta, gamma, mu, lambda, et maintenant, et il y en aura encore plein. Donc, c'est pas surprenant. La meilleure façon mais alors pourquoi, pourquoi beaucoup de pays sont en panique, on ferme les frontières Bon, mais vous avez vu la réaction de l'OMS qui a dit que c'est pas nécessaire de fermer les frontières. Oui, bon, on va dire l'OMS le dit, mais bon, la réalité est que bon, les pays ont fermé les frontières. C'est quelque chose qui n'est pas surprenant, qui est normal. Ce qu'il faut faire, c'est de continuer ce que nous sommes en train de faire. Continuer les gestes barrières. Quel que soit le barrière, si vous respectez distanciation, lavage des mains, etc., vous n'allez pas le prendre. C'est de vous vacciner pour avoir des anticorps assez résistants, suffisants dans votre organisme pour vous protéger. Ce qui se passe, comme je l'ai dit, avec ces variants-là, ça se passe avec d'autres. On l'a eu avec la polio. Oui. Vous avez vu, après il y a eu des formes mutantes et la réponse qu'on a donnée quand on a eu ça, c'était de vacciner encore avec intensité. Oui, mais la crainte qu'on a souvent, c'est que les vaccins, en fait, que le taux d'immunisation ne soit plus les mêmes, ou que ce soit revu à la baisse par rapport à ces nouveaux variants. D'ailleurs, les premières informations qui ont été dupliquées dès la découverte de ce vaccin, c'est de questionner chaque vaccin, quel est le taux d'immunité de tel vaccin par rapport à ce variant. Oui, mais la présence de ce variant n'annule pas les autres variants. Les autres variants pour lesquels les vaccins marchent. Donc, il faudrait aussi qu'on puisse... Il ne faut pas rajouter un problème à un autre. Il y a d'autres variants et rien ne dit que ces vaccins n'ont pas un effet, même si ce n'est pas un effet aussi protecteur, et rien ne dit qu'il n'y a aucun effet sur un effet zéro. Non, donc il ne faudrait pas qu'on rentre dans ces polémiques, mais qu'on continue le travail qu'on est en train de faire. Et des variants, il y en aura toujours, il y en aura encore d'autres, mais on arrivera à les maîtriser si seulement si nous arrivons à vacciner déjà contre ce qui est là, à nous protéger. Et ce que je voudrais finir par dire, les variants n'apparaissent que quand l'immunité collective est faible. Vous verrez bien, partout où ça apparaît, où ça sort, c'est que c'est dans un environnement où l'immunité collective est faible et le virus a la latitude de circuler, de se multiplier autant qu'il peut, de générer des copies bizarres. On l'a vécu avec la polio. Toutes les communautés où la vaccination polio était faible, on a vu apparaître ces formes mutantes. Toutes les communautés, on a vu apparaître cela. Donc, la réponse aux variants, c'est d'avoir des immunités fortes, de continuer à avoir des mesures de protection, comme on le fait, et à un moment donné, il ne sera pas possible au virus de se multiplier et de créer d'autres variants. Donc il n'y a pas, comme le président sud-africain Cyril Ramaphosa le disait, il n'y a pas lieu d'installer un apartheid sanitaire. Non, il y a plutôt matière à nous dire que nous avons du travail à faire pour nous vacciner, parce qu'il y a d'autres encore variants qui vont apparaître. Mais il y a du travail, dit que l'immunité, on n'a pas encore atteint les résultats d'immunité, et le virus, lui, se permet de nous défier sur ce terrain-là. Donc il y a plutôt à continuer les efforts d'immunisation de nos populations. D'accord. On est en train de finir notre entretien. On va parler d'un peu de technique, je ne sais pas. Si vous pourriez nous aider à comprendre un peu plus. Quand on prend les vaccins que nous avons, il y a ceux qui sont faits de façon traditionnelle et il y a la fameuse technique de l'ARN messager. Quelle est la spécificité? Parce que d'aucuns disent que l'ARN messager, cette technique ouvre de grandes perspectives pour la science, pour d'autres pathologies comme le cancer. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'euphorisant dans ce qui est en train de se passer en ce moment? Parce que c'est vrai que les vaccins on a mis un peu de temps à les mettre sur le marché, mais dans le même temps, dans les milieux scientifiques, les gens sont, disons, surmotivés simplement parce que ça pourrait ouvrir d'autres perspectives intéressantes pour la médecine. C'est une très belle question. Et souvent, on n'a pas le temps d'échanger sur ça. Et je pense que vous avez raison de chercher à comprendre. Le vaccin, c'est juste
un leurre qu'on met dans votre corps. C'est-à-dire, l'organisme fonctionne comment? Quand quelque chose rentre en vous, que ce soit même les aliments ou piqués rentrent en vous, il dit tiens, ce qui rentre là, je ne le connais pas. On appelle ça du non-soi. Il ne connaît pas, c'est un étranger, c'est comme quelqu'un d'étranger qui rentre dans votre maison. Donc, il met en place un mécanisme de défense, qu'on appelle des anticorps, qui essayent d'attaquer cet étranger-là. Si l'étranger est suffisamment armé, il vous abat. Mais si votre organisme est suffisamment armé, c'est l'organisme qui prend le dessus. Et le vaccin, qu'est-ce qu'il fait? Il simule un étranger. Et l'organisme se comporte comme s'il était en face du virus lui-même et met en place le dispositif. Mais comme ce n'est pas la maladie, ce dispositif est mis en stand-by, en réserve. Et lorsque le virus lui-même, vous le rencontrez, comme vous aviez déjà préparé une réponse, vous mettez cette réponse en face du virus et rapidement, vous ne sentez pas ce que vous avez vu, les signes que les... Alors, comment créer ce leurre? Comment créer ce leurre? Il faut soit prendre le virus lui-même, mais de façon atténuée. C'est-à-dire qu'il est là, mais il ne peut pas développer la maladie. C'est ça qu'on appelle les vaccins des virus vivants. On en a un vaccin contre la fièvre jaune, contre la rougeole. Soit on prend le virus, il est tué. L'essentiel, c'est de donner une fausse alerte à l'organisme. Maintenant, ça, c'était les anciennes techniques dont on parlait. Virus vivant atténué ou virus inactivé. Maintenant, on peut faire créer ce leurre-là dans votre organisme. Parce que pour produire une protéine, c'est juste, on a besoin d'un code. L'ARN messager, c'est un lecteur de code. Donc, on peut l'utiliser pour créer, c'est-à-dire dans votre cellule, là, on a étudié ça en terminale. Oui. C'est pas l'ADN, c'est l'ADN qui est dans la cellule, dans le noyau. Oui. L'ADN porte le message génétique. L'ADN est transcrit en ARN qui rentre dans le cytoplasme et qui produit les protéines. Donc, mais si je ai déjà dans le cytoplasme un ARN messager qui peut me produire la protéine que je veux, donc je vais vite. Au lieu de faire venir le virus inactivé autour, je mets juste quelque chose qui peut me lire le code pour produire la protéine. C'est ça les vaccins ARN messager. Donc, c'est une technologie innovante. C'est une technologie qui permet de produire des vaccins très rapidement et en grande quantité. C'est une avancée en fait au lieu d'être un recul, au lieu d'être quelque chose de critiquable, c'est une prouesse de la science. Et qu'est-ce que ça ouvre comme perspective? C'est ce que vous avez dit. On peut traiter des maladies neurodégénératives, on peut traiter des cancers. Ebola, la dernière fois, c'est un peu cette technologie qui a été utilisée pour contrôler. Vous avez rappelé d'Ebola en Ebola, oui. C'est un peu cette technologie. On a eu des épidémies d'Ebola en RDC à l'époque, mais c'était des épidémies longues avec. Mais quand on a mis ça, on a développé ces vaccins. On a étouffé le foyer qui était en Sierra Leone. On a étouffé le foyer qui était en RDC. Récemment, il y a eu un cas suspect d'Ebola en Guinée. On a déployé rapidement ces vaccins pour immuniser les populations, pour ne pas laisser la maladie. Donc c'est une avancée. Comme vous utilisiez le Nokia 3310, aujourd'hui vous avez des téléphones avec... vous n'allez pas vous plaindre d'avoir un téléphone développé rapidement et qui est aussi efficace. Et vous dites, bon, pourquoi on ne me ramène pas mon ancien téléphone où je devais faire ci? Donc c'est un peu le progrès de la science, c'est salutaire. Demain, on pourra encore aller peut-être plus vite. On pourrait développer des vaccins en 1 mois. C'est possible. Donc, tout dépend de comment est-ce que la science... Louis Pasteur, il était dans son labo, le vaccin contre la rage, vous vous rappelez? Oui. Il a découvert, après des années, à faire réchauffer le matériel, etc. Voilà, il a fait. Ce vaccin, on l'utilise jusqu'à présent. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, nous avons vu plus rapidement que Louis Pasteur, nous avons vu mieux que Louis Pasteur, au lieu de faire ce qu'il faisait en faisant passer le virus de la rage dans des solutions de formaldéhyde pour les désactiver. Aujourd'hui, nous, on a compris que c'est trop long, mais on peut prendre juste un ARN messager et produire du vaccin. Voilà, la question qui est consubstantielle à cette problématique, c'est que nous, on est toujours en dehors de ces avancées. Et quand je dis nous, c'est notre milieu scientifique, les milieux d'affaires, en tout cas. Nous, en tant que continent, puisque de toute façon, nous sommes, même si on n'en subit pas vraiment les conséquences, il y a moins de dégâts entre grippes chez nous. Encore que
il y a peut-être que cette problématique, cette question ne l'a pas levée. Il y a de plus en plus de rapports qui tendent à postuler que sur le continent africain, que les chiffres réels sont sous-estimés. Sous-estimés. Ah, donc il y a une conscience de cela. Bien sûr. Oui. En Afrique, les chiffres sanitaires, notre système de recueil d'infos avec le taux de fréquentation des services n'est pas un taux qui permet d'avoir des chiffres sur l'incidence des maladies les plus précis. Oui. Donc, il y a eu des décès dans les villages, probablement dus à la Covid, que personne n'a rapporté nulle part. Oui. Il y a des décès dans les maisons que personne n'a rapporté. Donc, les chiffres sont certainement sous-estimés et nous ne devons pas regarder ça pour dire qu'il n'y a rien ici. Je pense qu'avec le VIH, on avait eu les mêmes raisonnements. Exactement. Je me rappelle dans les années de 80 à 90, le VIH en Afrique, c'était quelque chose de... Oh non, c'est pas nous, c'est les homosexuels aux États-Unis. Quand on est passé, quand les ARV sont venus, ça a été contrôlé en Europe. On est passé dans les années 2000, 2005. Vous avez vu ce qui s'est passé? C'était devenu incontrôlable en Afrique. Donc, ne soyons pas dans ces discussions, c'est la maladie des autres. Non, il y a une maladie à l'échelle planétaire qui tue. Il y a des solutions à l'échelle planétaire qu'on est en train de trouver. Alignons-nous derrière ça pour en finir avec cette maladie. Ouais. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Oui. Vous parlez des variants. Il pourrait y avoir un variant qui est plus virulent chez l'Africain que chez l'Européen. Oui. Allons-nous attendre cela avant de comprendre qu'il faut vite se faire vacciner pour ne pas laisser le virus produire ces genres de situations? Non. En Afrique du Sud, c'est dense. Si on ne vaccine pas beaucoup là-bas, il y aura toujours des possibilités d'émergence. Vous avez vu, les variants sont sortis dans les pays peuplés. Peuplés, oui. Où la densité de la population. Oui, qui avaient des populations peu immunisées qui étaient ensemble, ce qu'on appelle des susceptibles. C'était le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Angleterre qui avait des couvertures basses à un moment donné, donc on avait le variant britannique, mais aujourd'hui c'est ça. Donc quand vous avez cette couverture, cette immunité faible, on appelle ces personnes-là des susceptibles. Là, dans ce groupe, le virus fait tout ce qu'il veut et il vous sort tout ce qu'il veut. Voilà. Je ne savais pas poser, je n'avais pas obtenu réponse à ma question. Oui. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, que l'Afrique en général, on va parler peut-être que c'est déjà une problématique trop grande pour nous, le Bénin, en tout cas nos pays sont toujours en marge de ces évolutions technologiques? C'est une histoire de compétences, c'est une histoire de moyens, est-ce que c'est une histoire de prise de risque? Parce que ceux qui ont fabriqué ces vaccins-là aussi, c'est une sorte de prise de risque, ce sont beaucoup de budgets, des budgets colossaux qui sont engloutis. Quelle est la problématique? Non, ce n'est pas une histoire de compétences. Je pense que non, parce que la plupart de ces labos, vous avez des Africains, aujourd'hui on est dans la mondialisation, on n'est plus dans c'est un Africain, c'est un Européen, on est dans, c'est un expert, c'est un scientifique, et les scientifiques, les experts africains, il y en a partout. Donc c'est pas une histoire de compétences, c'est probablement une histoire de ressources, c'est probablement aussi une histoire de priorisation. Parce que, et aussi, vous savez, les Européens avaient déjà des dispositifs en place. Et pour développer ces vaccins, c'est facile pour eux d'utiliser ce qu'ils ont déjà bâti comme dispositif. Nous, on est des pays qui sommes encore en train de nous construire, qui mettons en place nos infrastructures, et c'est sûr que d'ici là, on aura aussi toutes ces infrastructures. J'ai parlé de Louis Pasteur, mais c'est des années 1800 où ça a commencé, l'Institut Pasteur. C'est des choses qui ont des siècles d'existence. Donc c'est des gens qui ont déjà quand même un prérequis assez lointain sur le plan historique. Nous avons du retard, nous essayons de le rattraper. Nous essayons de mettre nos forces ensemble pour rattraper ce retard. Mais ce qui est bon, c'est que nous avons des experts, nous avons peut-être des limites sur le plan financier, sur le plan logistique, mais on n'a pas de limites sur le plan de la compétence et c'est déjà de bon augure pour le futur. Oui, pour le futur. D'accord. Ça, juste pour finir, pour sortir de ce débat. Alors, la campagne finit dans combien de temps? La campagne accélérée? Oui, la campagne, elle était faite pour
30 jours, nous venons de faire 20 jours, donc il nous reste une encore dizaine de jours. Et si est-ce que c'est une campagne destinée à être dupliquée, répliquée pour que les objectifs attendus soient atteints, ou il y aura évidemment une phase de bilan pour voir